André Dubuc, vous êtes directeur du centre historique minier, ça on l'a dit tout à l'heure. Vous êtes aussi président de l'AVE, l'association de la visite d'entreprise, une association nationale. Donc c'est à ce double titre que vous allez pouvoir vous exprimer. Je voudrais que d'abord qu'on revienne un petit peu, on est dans ces lieux, on en a parlé, la jeunesse de ces lieux. Quand vous êtes, ça doit marcher, c'est sûr. Oui, ça marche. Quand vous êtes arrivé, vous êtes arrivé vraiment au tout début ici, et vous pourriez nous faire un petit rapport d'étonnement sur la façon dont finalement le lieu était perçu, et surtout la mise en valeur de ce lieu avait été pensée, préparée. Ça vous a interpellé? Oui, merci à tous de votre présence. Je salue tous les élus qui sont présents, et en particulier je remercie Louisie Tourisme d'avoir choisi le centre historique minier pour l'organisation de ces premières assises. Alors effectivement, on a parlé là précédemment, dont Daniel Vandenok a évoqué l'étonnement qui doit prévaloir à toute approche intellectuelle. Et donc quand je suis arrivé ici, j'ai commencé par m'étonner. En effet, le site de la fosse des Lois avait été investi par les Houillères, le projet avait été lancé par les Houillères, et les Houillères avaient fait appel dans les années 80 donc à un architecte belge qui s'appelait Henri Buchet, qui est décédé maintenant. Et cet architecte, avec les Houillères, donc, avait pensé qu'il fallait habiller l'architecture pensée pauvre à l'époque de la fosse de mine, donc de ce patrimoine industriel, l'habiller avec une architecture un peu plus riche, qui était inspirée de l'art religieux, et en particulier l'art roman. C'est ça, la valoriser en la faisant disparaître, quoi. Voilà, c'est ça. Donc vous avez ici une image de ce qui reste de ce travail d'Henri Buchet. Donc ce sont des ajouts. Quand vous visitez le centre historique minier, vous tombez sur cette architecture. Il faut savoir que ce sont des ajouts architecturaux qui ont été effectués dans les années 80, avant d'ouvrir la fosse de mine au public, comme s'il fallait faire référence au patrimoine historique traditionnel, les châteaux, les cathédrales. La seule architecture qui était considérée comme riche à l'époque et traditionnelle, c'était donc l'architecture religieuse ou l'architecture aristocratique, les châteaux, les palais, les cathédrales, les églises, etc. Alors je me suis étonné de cet investissement d'Henri Buchet. On peut voir, alors on a fait sauter une partie de ces ajouts architecturaux lors de la restructuration qui a été inaugurée en 2002. Donc on va voir maintenant l'image de ce que c'est. Voilà, on a retrouvé donc la forme initiale que vous pouvez trouver aujourd'hui, notamment dans l'exposition Les Trois Âges de la mine. On a retrouvé les poteaux, on a même retrouvé les lettres qui étaient enfouies sous la maçonnerie. Donc ces lettres qui écrivent le mot sécurité à l'entrée des mineurs dans le garage à vélo, ce qui avait évidemment beaucoup de sens, bien sûr, de retrouver ces lettres qui avaient disparu sous ces ajouts architecturaux. Alors j'ai rencontré l'architecte Henri Buchet quand je suis arrivé ici. Je suis arrivé en 90, donc tout ça existait déjà, et il m'a dit ceci que j'ai bien noté dans un coin de ma mémoire. J'ai même dû le noter par écrit d'ailleurs. Il m'a dit: Monsieur Dubuc, les fosses de mine sont au XXe siècle ce que les cathédrales étaient au Moyen Âge. Voilà. Et donc on est au début, on est dans les années 80, le centre historique minier a ouvert en 84, et à cette époque-là, on est au tout début de la reconnaissance du patrimoine industriel. Le premier site qui a été classé, je pense que Florence on parlera de cette histoire plus précisément, mais le premier site qui a été classé à l'UNESCO, c'est Wieliczka, en 1978, donc les mines de sel de Wieliczka. Et en 1984, c'est le deuxième site, c'est Iron Bridge en Angleterre, qui est classé l'année de l'ouverture au public du centre historique minier. Donc si vous voulez, dans les années 80, il y a deux architectures qui sont dites, je dirais nobles, riches, nobles, l'architecture religieuse, l'architecture aristocratique, et puis une architecture pauvre, un peu sale, qui sont un peu la sueur, quoi, qui est l'architecture industrielle. Voilà. Donc on est au tout début. Aujourd'hui, le centre est classé monument historique, et ces ajouts architecturaux font partie de l'histoire du site, et bien évidemment, on ne manque pas d'expliquer aux visiteurs que dans l'histoire du site, il y a eu ces interventions d'Henri Buchet. Alors on peut voir, ces interventions ne sont pas graves, par exemple au restaurant, où ça crée une ambiance
se donne un cachet à ce briquet, qu'aime le public d'ailleurs, mais là ce n'est pas grave puisque la salle qui abrite le restaurant, donc le briquet, cette salle, c'était la scierie et on n'a rien conservé de la scierie, donc c'est un lieu qui pouvait être lui investi d'une autre façon pour être embelli puisque il n'avait plus son sens originel, industriel originel. Et je me réjouis d'avoir arrêté Henri Guichet, si je puis dire, dans son action, parce que vous allez voir ce qu'il avait prévu de faire du centre historique Millet. Alors regardez un peu, j'ai retrouvé récemment ces cartes. C'est une carte complète, vous n'en avez qu'un tout petit bout ici. Et vous voyez que c'est entre eux que la fosse de mine disparaît totalement. Cherchez les chevalements, vous les trouverez peut-être là-bas, en haut à droite, vous voyez les deux chevalements. Et vous voyez un peu ces ajouts, c'est entre eux. C'est entre une cathédrale et Versailles, quoi. C'est entre les deux. Voilà. Bien, donc on peut dire qu'il s'est fait un peu plaisir, là, quand même. Oui, alors il faut préciser que c'est l'architecte du Grand Tornu, effectivement, et que si vous allez au Grand Tornu, vous allez retrouver ce travail-là, mais le Grand Tornu n'a pas conservé sa destination du sens de la fosse de mine. On ne sait plus que c'est une fosse de mine. D'ailleurs, ici, bien évidemment, il était important d'arrêter l'architecte, d'enlever une partie de ses ajouts, et puis de conserver, de retrouver l'origine, car si cette architecture peut, moi je ne dirais pas qu'elle est pauvre, je dirais qu'elle est simple, mais c'est cette architecture qui a du sens par rapport à l'histoire de la Donc on voit bien que vous avez cherché, et avec succès d'ailleurs, à préserver le lieu et surtout le valoriser tel qu'il est. Au départ, ce lieu, il était destiné à un public. Vous envisagez que ce public existait, vous pensiez plutôt qu'il existait dans la région, et tout cela a beaucoup évolué. Manifestement, il y a un vrai public qu'on n'imaginait pas au tout départ. Oui, alors il y a un vrai public. Quand je suis arrivé en 1990, je pensais qu'il y avait un avenir important pour la culture minière, un intérêt en tout cas qui n'allait pas faiblir dans les 10 années à venir. Donc je pensais jusqu'à l'horizon de l'an 2000, on avait un beau travail à réaliser, mais il y avait un point d'interrogation dans mon esprit quant à la suite de l'intérêt du public pour cette histoire du passé, puisque les mines s'étaient terminées depuis 1990 dans la région, ça se passé proche, un peu partout. Passé proche, quand même. Oui, c'est un passé proche, oui, donc qui pouvait encore perdurer, dont l'intérêt pouvait perdurer pendant un moment, mais évidemment le public m'a montré que l'intérêt ne s'est pas démenti, il s'est accru, et j'ai été un peu surpris moi-même de constater cet intérêt du public, puisque on n'a pas cessé d'augmenter notre fréquentation, puisque notre présidente nous l'a dit, nous avons atteint encore un total de visiteurs que nous n'avions jamais atteint encore en 2013, puisque nous avons accueilli 160 000 visiteurs. Ça veut dire qu'il va falloir que vous repensiez même le lieu pour accueillir dans de meilleures conditions les visiteurs. Oui, alors c'est un travail permanent, bien évidemment. Mais je voudrais revenir un peu sur cet état des lieux sur le tourisme industriel et sur son intérêt pour le public. Aujourd'hui, je dirais qu'on est encore à la préhistoire du développement du tourisme industriel. Ça, c'est le président de la VE qui parle ou c'est celui du centre historique minier? Le directeur du centre historique minier sait qu'il y a un intérêt pour ce patrimoine, mais qui est un patrimoine historique passé, un peu comme le sont les châteaux et les cathédrales, etc., le patrimoine religieux. Mais pour la visite d'entreprise, effectivement, on en est à la préhistoire aujourd'hui. Ce tourisme industriel en est encore à la préhistoire. Je me suis amusé à regarder les pourcentages de sites industriels classés à l'UNESCO dans les principaux pays industriels en Europe. En France, on est à 2 sur 38. Donc sur 38 sites classés, il y a 2 sites industriels, dont le bassin minier, c'est le deuxième. Donc les premiers, c'est les salines d'Arc et Sedan. En Angleterre, c'est 4 sur 39. Et en Allemagne également. Donc on est à 8,5%. Aujourd'hui, il y a 8,5% de sites industriels qui sont reconnus à l'UNESCO. D'où le potentiel énorme, évidemment, que l'on a quant à ce patrimoine. Alors, je reviens un petit peu sur le centre historique minier. C'est caractéristique, c'est une caractéristique, c'est qu'auparavant, vous aviez effectivement, je crois, 100 000 personnes, ce qui était déjà pas mal d'ailleurs lorsque vous avez ouvert. C'est presque, vous n'avez pas doublé, mais pas, on s'approche. Mais le spectre également des visiteurs a changé. C'est-à-dire qu'on va bien au-delà des frontières régionales.
Oui, alors ça aussi, ça a été un peu un étonnement, c'est que petit à petit, nous avons eu de plus en plus de visiteurs étrangers à la région Nord-Pas-de-Calais. Et ces dernières années, les visiteurs étrangers à la région sont plus nombreux que les visiteurs de la région. On arrive à peu près à 56, 44 On en était 2013, alors qu'on était dans la ratio inverse. Oui. Alors quand on s'interroge, évidemment, on se rend compte que le patrimoine industriel intéresse le public parce qu'il est en prise directe avec ses préoccupations. Aujourd'hui, les interrogations des visiteurs du centre historique portent essentiellement sur les valeurs liées au travail. Dans un pays qui est en train de perdre son industrie, eh bien, les citoyens de ce pays se rendent compte que quand on perd son industrie, quand on perd son travail, on ne perd pas qu'une partie matérielle de sa rémunération, mais qu'on perd aussi une partie immatérielle très importante qui est le lien social. Et les questions qui sont posées par nos visiteurs à nos médiateurs portent essentiellement sur ce lien social, c'est-à-dire sur l'esprit d'équipe, la convivialité, la solidarité, etc. etc. Ce qui sont des caractéristiques reconnues pour la région et qui sont parfaitement bien illustrées par le site que vous dirigez. Alors tout à l'heure on a parlé du Louvre-Lens qui est arrivé comme étant une vraie opportunité, une vraie locomotive. Là aussi vous êtes totalement concerné par l'arrivée du Louvre. Oui, alors bien évidemment, le Louvre s'est posé, je dirais un peu comme un ovni sur le bassin minier, mais il s'est posé sur un ancien site minier. L'identité de la région et du bassin minier en particulier est fortement marquée par la mine. Et le public du Louvre-Lens s'intéresse donc en venant au Louvre-Lens, si vous voulez, Louvre-Lens, Louvre c'est l'art, et Lens, dans l'esprit du public, c'est la mine. Donc il y a à la fois l'intérêt pour l'art et l'intérêt en même temps pour la mine. Et le deuxième site qui est visité près de Louvre-Lens, c'est bien évidemment le centre historique minier. Voilà. Donc on a un potentiel de public à développer grâce au Louvre-Lens. C'est un véritable produit finalement touristique. Oui, bien sûr, que l'on est en train de mettre en place. Et vous posiez la question sur la visite d'entreprise. Donc je voudrais terminer en disant que à côté de ce patrimoine qui présente une activité révolue, passée, il y a aujourd'hui donc la possibilité qui se développe, et en tant que président de la visite d'entreprise, et je salue mon amie Cécile Pierre avec qui je travaille et qui elle dirige ADEV et qui a monté cette association avec moi, donc qui pratique la visite d'entreprise depuis 20 ans maintenant, donc qui est sur le terrain et qui met les mains dans le cambouis, donc elle connaît ça parfaitement. Et elle va nous en parler. Elle va nous en parler tout à l'heure, mais elle fera un point sur l'état de la visite d'entreprise en France. La visite d'entreprise, là aussi, j'ai été sollicité assez souvent en tant que directeur du centre historique minier pour m'associer à une réflexion sur la visite d'entreprise en pensant au départ que c'était assez éloigné. Et en fait, je me suis rendu compte que la visite d'entreprise présente le même intérêt que la visite du centre historique minier. Dans toutes les entreprises, il y a, et que c'était donc l'objectif de mon propos, de montrer que le tourisme industriel est un tourisme culturel à part entière. Un tourisme de sens, en fait. Voilà, un tourisme de sens. D'abord, il faut remarquer qu'il y a dans toutes les entreprises de la recherche. Ce sont des laboratoires de recherche, ce sont des bureaux d'études. Donc il y a de la recherche qui mobilise pratiquement toutes les sciences, les mathématiques, la chimie, la physique, la biologie, etc. Et puis il y a aussi toutes les techniques pour les process de fabrication. Donc ce sont des lieux où bouillonne la recherche scientifique et technique. Et ce sont des lieux aussi où on trouve ce lien social en activité, en action, si je puis dire, dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il y a aussi des hommes et des femmes qui travaillent, qui recherchent, qui inventent. Il y a des hommes qui créent, il y a des hommes et des femmes qui produisent et qui diffusent, qui vendent, etc. Donc il y a un rapport à l'histoire, un rapport à la géographie. En général, les entreprises sont implantées dans un territoire et elles font partie de l'histoire de ce territoire, mais elles diffusent aussi leurs produits. Je pense notamment à Giffard, sur lequel nous avons travaillé tous les deux avec Cécile, donc une fabrique de liqueurs à Angers, qui vendent leurs produits dans le monde entier. Donc il y a aussi des rapports géographiques avec le monde entier. Et donc il y a des sciences, des techniques, de l'histoire, de la géographie, exactement. Ce que vous avez ici aussi au centre historique minier. Et je conclurai en disant que si on en est encore à la préhistoire du tourisme industriel et surtout du tourisme de visite d'entreprise,
je pense que le tourisme de visite d'entreprise a peut-être plus d'importance encore, plus d'intérêt que le tourisme patrimonial, parce qu'il est en prise directe avec l'intérêt, avec les préoccupations des touristes. Quand vous allez visiter une entreprise, vous voyez comment sont fabriqués les éléments qui vous entourent, comment sont produits les éléments qui vous entourent, aussi bien dans le domaine technique, technologique, etc., que dans le domaine alimentaire. On sait, on a vu récemment dans la presse a fait l'écho de soucis que l'on avait avec des produits alimentaires pas tout à fait justes, ou cette histoire des implants mammaires, par exemple, qui a aidé énormément. Donc il est important pour le public de pouvoir voir comment sont fabriqués les produits, sont produits tous les éléments de son environnement. On peut parler de tourisme de complémentarité plutôt que de mettre peut-être en concurrence un tourisme de patrimoine stricto sensu, un tourisme industriel. Ils se complètent parfaitement. Ils se complètent bien, c'est oui. ça. Ce sont deux tourismes qui sont parfaitement complémentaires, mais je dirais qu'il y a peut-être davantage d'intérêt pour le tourisme de visite d'entreprise que pour la visite de... Ces dernières années, on voit arriver aussi partout, donc également dans votre domaine, ce qu'on appelle les technologies. Peut-être, et c'est même certainement un apport nouveau pour valoriser finalement vos sites. Aussi bien pour les visites d'entreprise que peut-être que pour le centre historique minier. Oui, parce que les nouvelles technologies, donc nous les avons implantées dans notre muséographie, elles permettent quelquefois de montrer de façon pédagogique au public. Par exemple, on peut animer un plan du 18e, on peut le reproduire, on l'avait fait dans une exposition précédente, et le mettre en action grâce aux produits multimédia. On a aussi un produit dans la salle de géologie qui présente la dérive des continents, mais c'est vrai dans les entreprises aussi. Il y a quelquefois des obstacles à la visite d'entreprise pour des raisons sanitaires. Par exemple, le public ne peut pas accéder à certaines salles, et à ce moment-là, on peut avoir soit la vidéo, soit si on ne voit pas, par exemple, à l'intérieur d'une cuve ou à l'intérieur d'un four, on peut très bien, par un produit multimédia, représenter pour le public ce qui se passe dans ce four ou ce qui se passe dans cette salle. Alors, si le public est au rendez-vous, on l'a bien vu, pour qu'il y ait du public, il faut qu'il y ait des entreprises aussi, il faut que les entreprises soient au rendez-vous. Je veux dire par qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'entreprises qui acceptent d'ouvrir leurs portes, non pas parce qu'elles ne veulent pas, mais c'est aussi une charge quelque part, parce qu'il faut l'organiser, parce que, etc. Et c'est peut-être là que c'est un peu plus compliqué. Trouver suffisamment d'entreprises pour répondre à la demande. Oui, point d'interrogation. Oui, je crois. Mais Cécile en parlera aussi, puisqu'elle connaît bien la question. Mais je pense qu'il y a évidemment des freins, des freins à la visite d'entreprise. Et le premier frein, c'est peut-être le chef d'entreprise lui-même. C'est un constat que l'on peut faire. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être un chef d'entreprise dans l'assistance sur une centaine de personnes. Donc, si on fait là aussi un pourcentage, il y en a deux avec Christian, avec le président de la CAT, qui est un chef d'entreprise. Excusez-moi, Christian. Vous voulez qu'on fasse lever la main à ceux qui sont... On peut demander au chef d'entreprise de lever la main. Mais on sait de toute façon que le premier à convaincre, c'est le chef d'entreprise. Le public, il est prêt à aller voir les entreprises. Les chefs d'entreprise ne sont pas convaincus. Et le gros travail donc, de promotion qu'il y a à faire, c'est un travail de conviction des chefs d'entreprise. Mais Cécile en parlera tout à l'heure. Alors je voulais, si vous permettez, juste une minute, parce que j'avais quelques images à montrer aussi, en termes d'esthétique, parce qu'on a toujours l'impression que le patrimoine industriel n'est pas beau par rapport au patrimoine historique ou au patrimoine religieux. Alors je voulais vous montrer quelques images, et vous allez voir que c'est plutôt le regard que l'on porte sur l'entreprise qui peut montrer cette esthétique de l'entreprise. Voilà donc des images qui pourraient parfaitement figurer dans des expositions, dans le contemporain, etc. Et puis le dernier point, je vais demander à Mélissa de passer, voilà, ce sont deux sites en Sardaigne qui vont illustrer ma conclusion. Donc tout en haut, c'est le temple d'Antas, un temple romain, qui est donc valorisé avec un parking, avec une boutique, etc. Et puis à quelques kilomètres de là, donc c'est un temple qui doit dater du 1er ou 2e siècle après Jésus-Christ. Et puis en bas, l'image en bas, c'est le village de Malala Calceta qui se trouve à une dizaine de kilomètres du temple d'Antas,
qui est complètement abandonné. Quand j'ai découvert ce site, c'est un ancien site minier, c'est un ancien village minier, donc à l'abandon, il y a des chèvres qui courent, il est habité par des chèvres aujourd'hui. Et quand j'ai découvert ce site, j'étais avec un jeune chauffeur qui m'accompagnait, et il m'a dit, comme on peut évoquer sans se rendre compte de l'importance de ce qu'il me disait, mon père a enseigné dans cette école-là. Et donc là, je me suis rendu compte de l'importance qu'il y avait pour la population locale, et je me disais que je me demandais si le village de Malakalseta n'était pas plus important que le temple romain. Voilà, je me pose cette question et je conclurai sur cette question. Merci, c'est toujours bien de conclure par une question. Merci monsieur le directeur, monsieur le président. Vous avez été convaincant puisqu'on vous applaudit sans que je le demande. Florence Haché-Leroy, merci de prendre le micro, ce que vous faites. Vous êtes, je vais vous présenter, je ne l'ai pas fait, à moins que ce soit, oui c'est vu, maître de conférence à l'université d'Artois au CNRS, enfin vous êtes spécialisé en fait en histoire des entreprises, patrimoine industriel, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Donc ça va, là je ne me suis pas trompé. Vous êtes avec nous pour parler, on voit bien c'est quoi le tourisme industriel, je crois que vous avez préparé un certain nombre de slides, comme on dit aujourd'hui, de diapositives, d'accord, vous souhaitez, vous êtes universitaire, bien poser le débat, la définition un petit peu de ce qu'est un touriste, parce qu'on parle du tourisme industriel, du tourisme en général. Voilà, vous nous avez préparé quelques définitions, donc je vais vous laisser les présenter. Merci, oui, j'ai trouvé plus simple d'illustrer mon propos par quelques images. Il y a beaucoup de choses très agréables au fil des interventions qui permettent de montrer que l'usine est un lieu finalement que l'on apprécie à la fois pour ce qu'elle signifie, pour ce qu'elle montre comme belles images. Donc on m'a demandé d'être un peu didactique dans mon approche et de donner quelques définitions. Donc c'est compliqué parce que je pensais avoir une zapette pour faire avancer mes diapositives, je n'en ai pas. Donc c'était d'abord la naissance du tourisme, replacer ça dans un contexte long. Donc le tourisme apparaît au XVIIIe siècle. Oui, c'est là qu'on est étonné quand même. Tourisme au XVIIIe siècle. Voilà, en Angleterre, avec ces jeunes gens qui font un tour d'Europe et qui font surtout un tour d'Europe, on va dire, de patrimoine classique. C'est aussi le moment où émergent les premières stations balnéaires avec un tourisme balnéaire et thermal. 19e siècle, c'est l'époque de l'industrialisation. On parle véritablement d'industrialisation du tourisme, avec notamment la possibilité de se déplacer par le chemin de fer. Et c'est bien sûr ce tourisme qui se met en place en France avec des stations balnéaires, le Touquet par exemple, à partir de Paris, c'est un des exemples. C'est une époque où le paradigme qui s'impose, c'est effectivement la notion de nature. Quand on part en vacances, c'est d'abord pour être dans la nature, que ce soit la mer ou la montagne. On va faire du sport et on va s'aérer. C'est l'objectif de cette période. 20e siècle, très rapidement, on assiste d'abord à une démocratisation du tourisme. Et je signale juste pour l'anecdote qu'en France, en 1910, est créé l'Office national du tourisme qui dépendait du ministère des Travaux publics. Donc c'est l'époque, bien sûr, très bien connue des congés payés. Et puis, dans le second XXe siècle, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, on assiste là à la fois à la massification et puis aujourd'hui à la globalisation du tourisme, donc de grands mouvements importants. Deux images pour illustrer cela. Donc 1889, vous voyez le Boulogne-sur-Mer qui se développe, et puis 1910, le Touquet, avec une architecture très spécifique qui se met en place. Et on voit bien au travers de ce que vous avez présenté combien le développement économique, avec le développement des techniques, notamment de transport, provoque aussi le développement du tourisme. Et quand on dit que le tourisme, c'est vraiment une activité de développement économique, une activité économique à part entière, vous l'illustrez finalement par rapport à l'histoire. Absolument. Et puis ce tourisme-là a engendré des lieux, des édifices et du patrimoine industriel. Et je prends un exemple, ce sont par exemple les stations d'hiver, de sport d'hiver, qui sont typiques du patrimoine industriel, qui est celui du tourisme des sports d'hiver. Et qui, si elles n'existaient pas, probablement il n'y aurait plus d'activité économique, ou très peu dans ces régions, alors qu'aujourd'hui elles ont effectivement un gros potentiel. Tout à fait, absolument. Je vais passer à la diapositive suivante. Donc là encore quelques définitions. Je vous en ai mis une totalement indigeste, c'est celle de l'INSEE, je vous laisse la lire. J'en ai une que je préfère de beaucoup, c'est la suivante, voilà, qui est celle de l'Académie française. Le tourisme, c'est l'action de voyager pour son plaisir.
On va passer au texte suivant, je vais essayer d'aller assez vite. Qu'est-ce que le tourisme? Enfin, prenez votre temps quand même pour nous expliquer. Bien sûr. Le tourisme, ce sont d'abord des tourismes qui s'entrecroisent, et cette notion-là est très importante, parce que dans le tourisme culturel, on trouve du patrimoine industriel, on trouve de l'industrie. Dans le tourisme de loisirs, vous avez des parcs de loisirs qui sont aussi dans des lieux industriels, et je pense notamment à l'Allemagne, du côté d'Essen. Vous avez le tourisme d'affaires, le tourisme médical, le tourisme militaire, de mémoire, solidaire, créatif. En veux-tu, en voilà, les concepts aujourd'hui continuent d'évoluer. Et puis, pour nous, il y a le tourisme industriel. Alors, ce tourisme industriel, il émerge dans les années 1980. Fin des années 70. Mais j'ai envie de vous dire, il existait bien avant, je vais y revenir. Et juste pour un témoignage personnel, moi, enfant, dans la Picardie profonde, j'allais, enfant, dans les ateliers de brodeur, me promener sans problème. Et notre instituteur nous a emmenés voir Versailles, il nous a emmenés voir le Conseil général à Laon, mais il nous a aussi emmenés voir la verrerie du coin et la briqueterie. Donc ce voyage vers l'industrie, il est, j'ai envie de dire, inhérent à l'activité technique, et je vais y revenir. Je vais avancer un tout petit peu. Alors, c'est finir sur l'industrie. C'est Aspect, ça définit peut-être. L'industrie, c'est un multi. Dire qu'il concerne les zones actives. C'est le sujet de ceci. Dans les Irlandes, d'aller au large. C'est l'industrie, c'est l'artisanat. C'est aussi la zin. On visité la faille. Vous en faire extrêmement. Comment est un gros et aussi pour Il est superbe ce matin. Il est et shit qui a été pour le siècle réfléchi. Et ce que l'on n'est pas compté au lieu. Le lab scientifique partie de l'industrie. Laboratoire soit celui du CS ou des grands usines, des grands qui découleront les civilisations de Calais, et aller voir son bureau d'études, c'est un lieu absolument extraordinaire. Et j'inclus également les fermes, le tourisme rural. Mes étudiants d'université d'Artois, je les ai déjà plusieurs fois emmenés visiter les fermes de production d'endives. Alors, ça peut paraître anecdotique, et pourtant, là aussi, il y a de la technique, il y a du savoir-faire, il y a des enjeux à la fois économiques et gastronomiques qui sont très intéressants. Donc, l'entreprise en activité, c'est fondamental. Les musées, c'est l'autre aspect, le pendant, et je ne dirais pas qu'il y a du vivant et il y a du mort, c'est faux. Là, je m'oppose totalement à ce concept-là. Le musée, c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu de transmission, c'est un lieu de transmission de la connaissance avant tout, me semble-t-il. Ça, c'est pour Monsieur Dubuc. Voilà, alors ces musées, ils ont là aussi de multiples facettes. Il y a des musées industriels, il y a des musées de sciences et techniques, il y a des écomusées, il y a juste des salles de mémoire. Il est multiforme, il a des degrés différents dans sa qualité, non pas dans sa qualité, mais dans les médiations qui sont offertes. Mais il est, en tout cas, c'est un tissu très important qui existe sur les territoires. Les sites reconvertis, à ne pas oublier, on a dans la région de magnifiques sites, qu'il s'agisse de la condition publique, qu'il s'agisse de ces grands, du Centre des archives du monde du travail à Roubaix, qui font aussi patrimoine et qui font tourisme industriel, qui sont visitables et qui sont à visiter pour comprendre à la fois les enjeux passés et présents. C'est un tourisme qui se développe à l'échelle du paysage, on nous l'a dit ce matin, mais c'est là aussi quelque chose de très important. Ce paysage, il est à la fois urbain, il est rural. Urbain, si vous prenez une ville comme Lens, si vous prenez Roubaix, si vous prenez Calais, on est vraiment dans de l'urbain qui ne peut se comprendre et se lire qu'au travers de l'histoire économique, de l'histoire industrielle. Le classement justement de bassin minier, voilà. Patrimoine UNESCO, on est l'illustration de ce que vous dites. Exactement, avec là un patrimoine qui est mixte rural-urbain, où là on ne peut là aussi comprendre ce paysage que par le biais de l'histoire économique. Et puis, donc le patrimoine industriel dans tout cela, ce patrimoine industriel, il est à la fois matériel, des bâtiments, il est immatériel. C'est-à-dire qu'il y a de la mémoire, il y a des personnes, il y a une histoire qui est aussi transmise de génération en génération par les lieux, par les images, par la famille. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le tourisme de sens dont parlait Monsieur Dubuc tout à l'heure. Absolument. On va passer à l'image suivante. Allez-y, parce que là on va essayer de... Voilà. Alors, cette histoire industrielle, elle résonne depuis extrêmement longtemps. Alors, aller dans une usine ou un atelier, c'est pour quoi faire? C'est pour admirer un geste technique, c'est pour découvrir la technique, et c'est pour comprendre la science. C'est à la fois un besoin, c'est aujourd'hui un loisir, mais c'est surtout un plaisir, et un plaisir qui est très ancien. Ces deux images que j'ai choisies montrent comment la technique, l'art du feu, fait partie de la culture, de la civilisation occidentale, mais pas seulement, parce que j'aurais pu choisir aussi des exemples en Asie, en Égypte et ailleurs, qui montrent comment on représente le travail depuis extrêmement longtemps. Donc là, la première, c'est
une peinture qui date du XVIe siècle, qui montre Vulcain, c'est la forge, c'est l'art du feu, avec une des choses intéressantes, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien on voit bien les outils, on voit les travailleurs, mais on voit aussi toute la société autour, avec les gens qui sont là dans l'atelier et qui voient et qui admirent. En dessous, c'est une autre signification. C'est un tableau de Joseph Wright, qui a été un des premiers peintres de la révolution industrielle anglaise. Et c'est une expérience scientifique qui est mise en évidence. Et c'est vrai que là aussi, ça renvoie à la fascination de la science et du progrès scientifique et technique qui va se démarrer, ou en tout cas prendre son essor avec la révolution industrielle. Et puis, dernière image, et là c'est un petit clin d'œil à mon propre parcours, c'est l'usine d'aluminium de Dunkerque. C'est une image de 2006. Dunkerque a été inaugurée en 1995, pardon, oui c'est ça, 92, en décembre 92. À l'époque, j'étais moi jeune thésarde, on m'a demandé de faire une exposition sur l'histoire de l'électrolyse en France pour faire passer l'histoire de cette industrie qui venait des Alpes vers le littoral dunkerquois. Voilà, donc, et là aussi, c'est une usine qui peut se visiter, c'est une usine qu'on visite, c'est des lieux qu'on visite dans les Alpes, et c'est quelque chose, me semble-t-il, là aussi très important. C'est une industrie qui est née en France, et dont la France a été un des leaders de la production. On va passer à l'image suivante. Alors, je disais que c'était une pratique ancienne. La visite d'entreprise, elle remonte, allez-y, elle est pratiquée par les chefs d'État. C'est un peu, je dirais, des repères historiques assez intéressants. Donc là, vous avez une tapisserie de Charles Lebrun qui date de 1673 à peu près, qui montre le roi Louis XIV en train de visiter les manufactures des Gobelins. Voilà, c'est pour montrer qu'il y avait non seulement un intérêt du chef de l'État à l'époque, parce que l'industrie, c'est à la fois la puissance économique, c'est le savoir-faire d'une nation par rapport à d'autres nations. C'est le nerf de la guerre aussi. Exactement, et ça résonne encore aujourd'hui. On va passer à l'image suivante. Autre temps, on est là sur Napoléon Ier qui visite une manufacture de chimie à Rouen en 1802. Juste, vous voyez que derrière lui, il y a Madame, il y a la cour, donc c'est quelque chose, je vais dire, qu'on fait en famille, mais en tout cas, ce n'est pas réservé aux hommes. C'est très important. On va passer à l'image suivante. Voilà, alors là, je me suis un petit peu amusée aussi. C'est Charles de Gaulle qui visite l'usine de Lac en 1959. L'usine de Lac, c'est la production de gaz. C'est très important pour l'indépendance énergétique de la France. On vient de découvrir d'ailleurs le gaz de Lac à l'époque. Exactement. Et tout un bassin industriel s'est créé pour une très courte durée de vie, puisque c'est fermé aujourd'hui. Et puis, je n'ai pas résisté au plaisir de mettre également le président Giscard d'Estaing, venu à Hasbrook visiter l'entreprise Noder en 1986. Et vous n'avez pas trouvé facilement des photos? Et non. Autant sur Charles de Gaulle, et on en verra une autre, on trouve vraiment une foison de photos, parce qu'il a fait de ses visites d'usine le nerf de la reconstruction et de la modernisation de la France. Autant sous Giscard, ça a été manifestement moins important, mais on va y revenir parce qu'aujourd'hui ce n'est plus la même chose. Là, on va passer, alors avec juste un clic, président et tourisme industriel. Voilà. Là, ces trois images qui peuvent faire sourire. Hein. On est 2008, Noyelles-Godault. C'est très significatif que cette visite sur ce territoire. 2012, François Hollande à Findus, Boulogne-sur-Mer. Et puis 2012 également à Saint-Gobain, en Seine-Saint-Denis. Et là, j'attire juste votre attention sur les cadrages. Hein. On est là dans de la photographie politique, où l'industrie est mise en scène parce qu'elle sert l'homme politique dans son discours. Vous voulez dire qu'elle est instrumentalisée? Elle est instrumentalisée, on peut le dire. Et puis, voilà, je voulais dire qu'il n'y a pas qu'en France. Hein, Barack Obama, dès qu'il en a le temps, ou en tout cas le besoin, il va sur le terrain, il va dans les usines. Et là aussi, vous voyez cette magnifique image, hein, du point de vue de la photo, la mise en scène. On voit derrière l'usine, qui est une usine de fabrication de tubes sans soudure, donc on est dans l'art du feu, le staff autour et le président au milieu. Enfin, je veux dire, c'est très symbolique. Et puis, dernière image, parce que je voulais quand même qu'il y ait une femme dans tout cela, Madame Merkel. Et là aussi, ce n'est pas anodin, c'est que cette image, elle est prise sur un salon à Hanovre, où l'on parle de l'usine du futur, avec le passage vers le numérique et l'usine 4.0. Il n'empêche que devant, on a encore une architecture avec une production de voitures. On a beau être dans le numérique, l'industrie, on en a besoin, elle reste et elle est à transmettre et à défendre.
Voilà. Alors, juste une image, vous pouvez cliquer, afficher tout. Voilà, pour vous dire que ces sites de visite, ils sont très importants, emblématiques, ils durent. Avec un exemple, l'usine de la Rance qui a été, allez, cliquez encore, je pense qu'il faut voilà, tout mettre. Voilà, qui a été inaugurée en 1966, une nouvelle fois par Charles de Gaulle, qui est une usine qui a été unique au monde jusqu'en 2011. Aujourd'hui, elle est concurrencée par d'autres, dans le principe. Elle est importante parce que quand elle a été créée, on l'a visitée parce que c'était une prouesse technique unique au monde. Aujourd'hui, on la visite parce qu'on est dans des problématiques de développement durable, d'énergie renouvelable, et l'intérêt, il est là aussi. Et vous voyez des visites qui sont organisées par EDF. Allez-y là, cliquez, voilà, on va tout afficher. C'était voilà, le tourisme industriel, c'est un outil pour comprendre. C'est très lié à la culture scientifique. Ça permet de voir à la fois la technique vivante, entre guillemets, ou en tout cas dans la réalité, non pas à travers de films ou la télévision. C'est l'économie en action, et ça, c'est des choses importantes parce que c'est compliqué de transmettre ces notions-là par l'oral. Alors, visiter une usine, c'est apprendre et développer la curiosité. C'est-à-dire, c'est comprendre qu'est-ce qu'on met, comment on fabrique, hein, comment on fabrique un téléphone. Expliquer ça à des enfants, c'est pas plus simple, mais les emmener dans une usine, ils comprennent les choses différemment. Comment on fait du verre, c'est là aussi un grand classique, mais ça fait partie de choses qui se transmettent bien par la visite. Qui fait quoi? Là aussi, c'est expliquer, c'est comprendre qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur, qu'est-ce qu'un ouvrier, qu'est-ce que c'est que les différents métiers au sein d'une entreprise et dans l'économie. Et la meilleure façon de le comprendre, c'est aussi d'aller voir. C'est de la pédagogie pour les enfants aussi, ça leur permet. Et pour les adultes. Pour les parents. Et pour les adultes, les jeunes adultes. Je peux vous dire que de visite d'étudiants, ils apprennent énormément de choses. La plupart n'ont jamais mis les pieds dans une usine. D'ailleurs, certains sont là, je suis ravie de les voir dans la salle. Alors, depuis quand? Là aussi, c'est un des aspects de la visite d'entreprise que j'essaye de défendre auprès de Cécile, c'est que vous visitez une usine, une entreprise, depuis quand est-elle là? Et depuis quand est-ce que cette industrie existe? Où sont ses racines? Et ce sont des choses qui nourrissent la visite d'entreprise et qui permettent de comprendre, là aussi, l'économie. Alors, j'avais rédigé un petit texte, pour moi important, ça va ancrer le tourisme industriel et la visite d'entreprise dans l'histoire, c'est donner les clés de la compréhension du monde d'aujourd'hui et de celui de demain, et ça me semble là aussi essentiel. Alors, c'est à la fois simple et c'est complexe. Une entreprise, c'est complexe. On touche des notions qui peuvent être difficiles à expliquer, mais il faut faire preuve de pédagogie. On est au cœur de la science, des techniques, de l'environnement, de la formation, de l'économie, etc., etc. Et visiter une usine, c'est appréhender ces différentes notions autour d'un exemple concret, c'est lui donner du sens et de la chair. Et effectivement, ça permet de mieux comprendre des notions qui peuvent être complexes. Et tout cela demande des compétences spécifiques. Alors, je saluais mes anciens étudiants aujourd'hui qui travaillent dans le monde du tourisme et de la culture. Je me permets d'insister là-dessus. L'université d'Artois, dont je suis, où je suis maître de conférence, est jeune, hein, elle a une vingtaine d'années, elle a fêté ses 20 ans. Depuis 20 ans, nous formons au métier du tourisme et du patrimoine, dont le tourisme et le patrimoine industriel. Et je crois que c'est quelque chose aussi d'important à souligner, c'est qu'on ne fait pas visiter le château de Chambord comme on fait visiter Leeuwarden, même si les outils sont les mêmes, le contenu, les problématiques ne sont pas les mêmes. Voilà. Et puis, un exemple pour moi qui est intéressant et qui permet de rendre compte de cette valeur du tourisme industriel, c'est Calais. Calais, où vous avez un musée de l'histoire des techniques exemplaire. C'est qu'aujourd'hui, Nottingham, qui est le berceau de la dentelle, vient le voir pour s'en inspirer. Et de Philadelphie, où il y a également une tradition longue de production de la dentelle, sont admiratifs devant cette réalisation. Pourquoi? Parce qu'elle associe à la fois à l'histoire de la dentelle du point de vue artistique, avec la dentelle à la main, jusqu'à sa production industrielle, et que l'on y voit des métiers livers en action fonctionnelle devant le public. C'est tout à fait exceptionnel. C'est une ville où l'on a encore une industrie qui est en activité. Si l'on arrive à faire une visite du musée puis d'un atelier en activité, on a là une vision complète et exhaustive et absolument magnifique. Et puis elle a forgé l'identité de la ville, c'est-à-dire que lorsque vous vous promenez dans la ville, tous les bâtiments, les maisons, qu'elles soient des maisons d'ouvriers, qu'elles soient des maisons de patrons, respirent la dentelle.
Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Simplement, je terminerai par un événement fondamental qui va se passer en 2015 dans la région, puisque nous accueillons le 16e congrès de TICI. TICI est l'organisation internationale de promotion et de préservation du patrimoine industriel qui œuvre auprès de l'UNESCO à classer et défendre le patrimoine industriel. Le site internet est en ligne, tiki-2015.sciencesconf.org. Ça va durer 5 jours dans la région. Nous viendrons à l'Eward et dans le bassin minier. Nous faisons venir plusieurs centaines d'experts du patrimoine et du tourisme industriel pendant ces 5 jours. Nous avons prévu de développer non seulement la partie patrimoine recherche, mais aussi le tourisme, bien évidemment. Merci beaucoup, madame. On va vous applaudir aussi. Cécile Pierre, vous êtes directrice de l'ADEV. Non, oui, comme vous voulez. Directrice de l'ADEV, c'est l'agence de développement de la visite d'entreprise. Alors c'est une agence, pour être très bref, qui est l'unique cabinet en France qui est spécialisé dans la visite d'entreprise et dans le secteur du tourisme, plutôt de la culture, de l'emploi, de la formation professionnelle. Vous êtes un acteur historique depuis 1995. Oui. Juste un mot, et ensuite je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet. Bien sûr. Alors le cabinet ADEV existe depuis 20 ans, donc... En 2 mots, donc c'est un cabinet qui est effectivement spécialisé sur la visite d'entreprise. Donc on intervient principalement auprès des entreprises pour les aider à mettre en place des dispositifs d'accueil. Et on intervient beaucoup aussi pour les territoires, les chambres de commerce, les comités régionaux du tourisme, les ADT, etc. Donc les acteurs du territoire pour développer la visite d'entreprise à l'échelle d'un territoire, et on commence souvent par des audits qui permettent de voir à l'échelle d'un territoire de quelle manière développer la visite d'entreprise pour qu'il réponde aux enjeux stratégiques d'un territoire et au potentiel d'un territoire. Voilà, donc on travaille actuellement pour la région Bourgogne par exemple et la région Lorraine pour mettre en place et développer la visite d'entreprise à l'échelle d'un territoire. Vous avez un véritable savoir-faire et qui est mis à profit pour les entreprises d'une part et pour les territoires d'autre part, chacun dans leurs problématiques bien entendu. Vous avez donc un magnifique poste d'observation finalement de ce que peut être la visite, peut-être la visite d'entreprise ici dans notre pays. Comment, selon vous, est positionné le Nord-Pas-de-Calais? Je pense que vous avez quelques chiffres. Hein. Comment est positionné le Nord-Pas-de-Calais sur cette thématique de la visite d'entreprise? Oui, alors brièvement, on peut résumer la situation en 2 points. Aujourd'hui, si on observe les chiffres, la région Nord-Pas-de-Calais est positionnée un petit peu en retrait pour ce qui concerne la visite d'entreprise. Je ne parle pas de industriel. En revanche, sur la région Nord-Pas-de-Calais, on a évidemment un potentiel très important et on va voir de quelle manière. Alors, sur les chiffres, je ne sais pas si vous passez... Probablement qu'il y a le slide. Vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas, très bon, bien. Mais moi je l'ai. D'accord. Si vous le voulez. Vous l'avez. Ça aurait été plus pratique, mais s'il n'y est pas, il n'y est pas. Non, mais c'est pas grave. Bon, très bien. Combien il y a d'entreprises à peu près qui ouvrent vraiment leurs portes ici? Je vais donc résumer sur les chiffres. Alors, pourquoi aujourd'hui la région Nord-Pas-de-Calais, en termes de chiffres, n'est pas très bien positionnée? Alors, je vais indiquer quelques chiffres. Nous avons en France actuellement 2500 entreprises qui ouvrent leurs portes de manière régulière aux visiteurs. Et sur ces 2500 entreprises, nous en comptabilisons environ 80 aujourd'hui dans la région Nord-Pas-de-Calais, ce qui fait que la région Nord-Pas-de-Calais se positionne en 8e position en termes de nombre d'entreprises. Donc, on est sur un positionnement qui est un positionnement moyen. Si maintenant, on se réfère en nombre de visiteurs, nous avons actuellement en France 12 millions de visiteurs uniquement là sur la partie visite d'entreprise et non pas sur la partie patrimoine, hein, on est d'accord. Sur ces 12 millions, nous en avons 220 000 dans le Pas-de-Calais. Dans le Nord-Pas-de-Calais, pardon. Donc la région, en nombre de visiteurs, se situe en 17e place. Donc là, on n'est pas très bien situé. Si maintenant on s'en réfère aux événementiels, parce que la visite d'entreprise est beaucoup constituée aussi des événements qui sont portés notamment par le réseau consulaire, mais aussi par les offices du tourisme, les CRT, etc. On a 16 régions françaises aujourd'hui qui portent un événement au moins à l'échelle d'un département. La région Nord-Pas-de-Calais ne porte plus d'événements depuis 2010, je pense. Il y a des événements très importants. Depuis 2010, il n'y a plus d'événements à l'échelle d'un département ou de la région. En revanche, il y a notamment un événement local qui est porté par l'Office du tourisme d'Innsbruck et qui fonctionne très bien. Mais on est sur un événement
local et non pas sur un événement à une échelle plus importante. Si on prend les secteurs d'activité maintenant, la région Nord-Pas-de-Calais est très bien positionnée sur un plan industriel, sur des secteurs extrêmement forts que sont l'automobile, le ferroviaire, le textile, le verre, etc. etc. Agroalimentaire. L'agroalimentaire, bien sûr. Oui, mais si j'indiquais pas l'agroalimentaire, c'est précisément parce que sur les secteurs que j'indiquais, la visite d'entreprise, on n'est pas très bien situé sur la visite d'entreprise. On a quelques entreprises, mais assez à la marge. Alors qu'à contrario, sur l'agroalimentaire, la région Nord-Pas-de-Calais est très bien située, puisqu'on a 45% de nos entreprises de la région qui sont effectivement situées sur le secteur agroalimentaire. Et deuxième secteur de la région sur lequel la région est bien située, c'est tout ce qui a trait à l'environnement et à l'énergie, puisqu'on a 25% des entreprises qui sont ouvertes au public qui sont positionnées sur ce secteur de l'énergie et de l'environnement. Donc là, on a un point de force parce que le pourcentage en France des entreprises dans ce secteur est de 8% et il est situé à 25% sur la région Nord-Pas-de-Calais. Donc là, on a vraiment une entrée intéressante. Alors, voilà. Donc en termes de chiffres, on n'est pas très bien positionné, mais on a un potentiel extrêmement important et je vais peut-être juste en dire deux mots avant qu'on passe au point suivant. Alors, sur les potentiels qui sont importants, à mon avis, il y a trois éléments clés. Le premier élément clé, qui a été rappelé notamment en introduction, c'est qu'évidemment, la région Nord-Pas-de-Calais est très bien située sur un plan industriel, puisque le poids de l'industrie dans le Nord-Pas-de-Calais, la région Nord-Pas-de-Calais se situe en troisième position derrière l'Île-de-France et la région Rhône-Alpes. Donc, on a effectivement en région un point industriel extrêmement important. Et donc, en préparant ces assises, on a un petit peu regardé quelles étaient les entreprises qui étaient éligibles au titre de la visite d'entreprise et on a identifié très facilement une cinquantaine d'entreprises qui pourraient complètement s'ouvrir au public, à la fois intéressant pour le public et à la fois intéressant pour ces entreprises. J'en citerai que trois, je vais vous faire l'économie des 47 autres, mais Areva est une entreprise qui pourrait tout à fait s'ouvrir au grand public, Dassault est une entreprise qui pourrait s'ouvrir au grand public, Promode, Crousti France, Leroux bien sûr. Donc on sait, en l'espace d'une heure, on a identifié comme ça une cinquantaine d'entreprises qui seraient parfaitement bien positionnées sur des secteurs sur lesquels la région Nord-Pas-de-Calais est très bien positionnée, hein, sur des secteurs qui sont des secteurs forts. Voilà, donc ça c'est le premier point. On a de facto une région industrielle en Nord-Pas-de-Calais. Deuxième élément, qui a été rappelé aussi en introduction, la région Nord-Pas-de-Calais a une image de région industrielle. Et c'est un point très important. On travaille là, par exemple, pour la région Bourgogne, et c'est plus compliqué de vendre l'industrie en région Bourgogne que ça pourra l'être en région Nord-Pas-de-Calais. Et donc, cette image, elle est tout simplement de dire, ben voilà, en dehors et en complément du travail qui est fait sur le patrimoine industriel, voyons la dynamique industrielle qui est portée dans la région Nord-Pas-de-Calais et voyons toutes ces entreprises qui fonctionnent. C'est exactement le travail qui est fait, par exemple, en Seine-Saint-Denis sur l'industrie et avec une opération dont on va parler dans le cadre des tables rondes. L'idée, c'est de dire, on va, à travers la visite, montrer la dynamique économique de la région Nord-Pas-de-Calais. Et donc, en termes d'image, on est là très bien positionné. Et le troisième et dernier point, et j'en finirai là, c'est qu'on a sur la région Nord-Pas-de-Calais des acteurs qui ont été des acteurs très dynamiques sur la filière de la visite d'entreprise et qui le sont pour partie aussi. On a, si vous voulez, depuis 20 ans, nous, qu'on travaille sur le sujet, on avait en permanence le CRT, les CCI, parce qu'à l'époque, la CCIR n'existait pas, etc., qui étaient présents sur tous les colloques, sur tous les séminaires, etc., qui portaient des événements, qui portaient notamment des journées nationales, des journées portes ouvertes, parce qu'à l'époque, les CCI participaient aux journées nationales portes ouvertes. Donc, historiquement, la région Nord-Pas-de-Calais est une région dont les acteurs étaient extrêmement actifs sur la visite d'entreprise. Et là, il y a de nouveau, je vois, l'envie de se repositionner sur cette filière de la visite d'entreprise. Et j'en veux pour preuve le travail que vient de faire la CCIR en éditant un guide sur la visite d'entreprise. Donc là, il y a de nouveau un regain, semble-t-il, des acteurs du tourisme et du développement économique sur la visite d'entreprise. Très bien, vous avez été très, très complète. Je voudrais vous poser encore une ou deux questions et ensuite passer la parole à la salle. La question, vous avez parlé de grandes entreprises finalement qui pourraient ouvrir leurs portes potentiellement. Est-ce que c'est l'apanage des grandes entreprises ou est-ce que finalement les PME, TPE peuvent aussi ouvrir ?
Alors, l'apanage, non. La réalité économique de la visite d'entreprise, c'est qu'elle est portée à 95% par des TPE-PME. Donc, c'est principalement les PME et TPE qui ouvrent leurs portes au public. Mais de facto, on a aussi des grands noms qui ouvrent au public. EDF en fait partie notamment, qui est un acteur très important dans le Nord-Pas-de-Calais et ailleurs, puisqu'ils ouvrent 66% de leur site et que ce sont des partenaires importants, notamment pour le portail entreprises et découvertes.fr. Donc non, toutes les entreprises sont concernées. Simplement, on a davantage de PME, TPE, parce que si vous voulez, à leur échelle à eux, les enjeux de communication de la visite d'entreprise sont très forts, et la visite d'entreprise est un outil de communication qui est accessible à la PME. Et qui lui permet, en plus de commercialiser ses produits, de se faire connaître aussi. Ça a des effets induits, en dehors du fait qu'on accueille un certain nombre de personnes. On sait gagnant-gagnant, à la fois pour ceux qui visitent, mais pour ceux qui ouvrent leurs portes aussi. Alors oui, bien sûr. Non, toutes les entreprises qui ouvrent leurs portes au public le font sur des enjeux économiques très clairs. Aucune entreprise n'ouvre ses portes au public pour faire plaisir à quiconque. Donc l'enjeu de la visite d'entreprise pour les entreprises, c'est d'abord un enjeu en termes de communication, et c'est clair que c'est un formidable vecteur d'image. J'étais hier en Bourgogne avec la moutarderie Fallot, qui expliquait qu'aujourd'hui, la visite d'entreprise était son premier outil de communication et que c'était devenu son seul outil de communication. Ils reçoivent 30 000 visiteurs, ils ont ouvert leurs portes depuis 10 ans. Et elle disait, pour nous, c'est une vitrine formidable et on n'a plus besoin de communiquer autrement, puisque les journalistes viennent à nous, les visiteurs viennent à nous, on a une boutique, etc. Et donc, c'est aujourd'hui pour nous notre outil de communication numéro 1. Donc l'outil de communication, il est évident, c'est un élément très important. Et puis l'autre élément qui est très important, c'est un enjeu commercial immédiat, avec une boutique, et une boutique qui fonctionne extrêmement bien, puisqu'on sait que les achats qui sont réalisés dans les boutiques après la visite sont 30% plus élevés que les achats qui sont réalisés sur une boutique sans qu'il y ait la visite d'entreprise préalablement. C'est-à-dire qu'il y a une dimension affective qui est très forte et qui augmente de facto le panier moyen d'achat de 30% en moyenne. Et donc on a un panier d'achat très élevé en sortie de boutique. Et puis, il y a un enjeu commercial évident qui est qu'on se souvient d'une visite d'entreprise. On s'en souvient en général toute sa vie. Donc, l'achat reporté, il est évidemment très important. L'enjeu pour Brioche Pasquier qui ouvre ses portes au public ici, c'est de dire, c'est pas principalement la boutique, c'est de dire, quand on va être après en supermarché, quand on va hésiter entre deux marques, dont Brioche Pasquier, l'enjeu, c'est que le consommateur qui a visité Brioche Pasquier se porte sur les produits de Brioche Pasquier. Alors, dernier point, vous avez dit que les perspectives étaient tout à fait intéressantes dans cette région du Nord-Pas-de-Calais. Il y en a peut-être une sur laquelle vous ne pouvez pas vous exprimer, mais qui est un colloque européen de la visite d'entreprise qui pourrait, c'est pas certain, mais qui pourrait se dérouler ici sur notre sol. Oui, tout à fait. On est dans la shortlist, quoi, je dirais. Absolument. Oui, c'est vrai qu'il y a un colloque européen qui existe depuis une dizaine d'années, qui tourne sur l'ensemble des villes européennes. Et donc, dans 2 ans, il est question que le colloque européen revienne en France, là où il est parti à l'origine. Et donc, on trouverait ça magnifique et légitime que ce colloque européen soit effectivement accueilli dans la région Nord-Pas-de-Calais, qui est pour moi le berceau industriel. Voilà, merci, on va vous applaudir. Alors, ce que je propose maintenant, c'est qu'il y ait des micros qui soient des micros baladeurs. On va prendre 5-10 minutes maxi avant la pause pour que vous puissiez poser, si vous le souhaitez, quelques questions. Voilà. Alors, bien sûr, le premier doigt qui se lève, c'est juste au bout. Donc, il faut monter. Oui, bonjour. Peut-être une question plus pour Cécile Pierre. Pourquoi finalement, dans une région, comme vous l'avez dit, carrefour économique, historiquement parlant, on est aussi mal placé en termes de visite d'entreprise? Moi, j'ai vécu en interne en 95 la fermeture des visites de l'euro, avec toutes ces raisons, en effet, qu'on va retrouver au niveau national. Mais je ne m'explique pas aujourd'hui encore pourquoi, finalement, cette région n'est pas en haut de la liste finalement de ce tourisme de découverte économique, parce qu'elle a un passé en effet très, très important, une actualité aussi très importante. Bien sûr, il y a toutes ces conditions liées au secret industriel, enfin tous ces clichés qui existent, oui c'est sûr, mais pourquoi ces chefs d'entreprise, parce que c'est eux qui de toute façon qui sont le moteur à chaque fois, pourquoi ces chefs d'entreprise du Nord et du Pas-de-Calais finalement n'ouvrent pas plus?
Voilà, Cécile Pierre, vous avez déjà donné un petit peu la réponse, mais il y a un effort qui a été fait par les institutionnels, et vous pouvez peut-être répondre à la question qui vous est posée. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être c'est compliqué comme question. Hein. Moi, je ne peux pas penser qu'il y a une identité culturelle spécifique propre au chef d'entreprise du Nord-Pas-de-Calais. Je ne vois pas en quoi. Donc, je pense, si vous voulez, pour voir la manière dont ça se passe ailleurs, que concrètement, ce ne sont pas principalement les chefs d'entreprise seuls qui décident de conduire et de mettre en place des dispositifs d'accueil au public et de lancer la visite d'entreprise. Ce sont toujours des entreprises qui sont aidées par des acteurs territoriaux, que sont les réseaux consulaires, les acteurs du tourisme, les offices du tourisme, etc. Donc je pense, pour voir ce qui se passe dans l'ensemble des autres régions, que la dynamique, elle vient beaucoup des acteurs territoriaux. Et qu'ensuite, les chefs d'entreprise prennent le relais, si vous voulez. Et donc, je pense que ce dont on a besoin, là, qui a existé et qui, à mon avis, a besoin d'exister encore, c'est qu'il y ait de nouveau une dynamique des acteurs territoriaux pour engager les entreprises. Parce que les entreprises prennent le pas, mais elles ne sont pas souvent à l'origine des projets. Elles emboîtent le pas, elles comprennent à quel point c'est intéressant, mais quand à l'origine, il y a une dynamique qui a souvent été une dynamique de la part des acteurs publics. Voilà. Donc moi, j'appelle, je ne peux pas penser qu'il y a une, dimension culturelle spécifique des chefs d'entreprise. Il n'y a pas de raison qu'ils soient moins vifs et moins intéressés ici qu'ils le sont ailleurs. Je pense qu'en revanche, les acteurs territoriaux ont leur part à jouer là, et je pense à l'ensemble des acteurs classiques sur ce sujet, que sont à la fois les consulaires, enfin les réseaux consulaires, et à la fois les acteurs du tourisme, et notamment la région. J'ai une multitude d'exemples de structures régionales qui ont émergé et qui donc ont donné une dynamique ensuite et ont permis d'entreprises dans beaucoup de régions. Voilà, et André Dubuc, vous aurez également prendre la parole. Oui, je voudrais répondre à Michel et compléter un peu l'approche de Cécile en disant que c'est aussi une question de considération sur le tourisme en général. Dans une région industrielle, on n'a pas conscience de la valeur du patrimoine industriel ou des industries en activité que l'on a pour le tourisme. La preuve, alors il faut avoir conscience de la valeur du tourisme pour pouvoir développer ce genre de tourisme. A contrario, je crois que les deux régions où on a le plus de visites d'entreprise, c'est en Pays de Loire et en PACA. Pays de Loire et PACA, qui sont des régions qui, elles, n'ont pas d'image de tradition industrielle, au contraire, ce sont des régions particulièrement touristiques, les Pays de Loire et PACA, et qui ont le sens donc du tourisme. Et c'est quand on a le sens, quand on a bien conscience de la valeur du tourisme pour le développement économique, etc., que l'on va aussi vers le tourisme industriel. Donc je pense que le retard que l'on a en matière de visite d'entreprise, il est dû au fait qu'on a une tradition de culture industrielle et que l'on a encore un effort à faire pour comprendre qu'on est une région qui a un avenir touristique, un potentiel touristique. Très bien. Merci monsieur, vous avez posé une question qui amène de multiples réponses. J'en ai encore une, Stéphanie Thieffry. Oui, pour être allé lors de l'organisation de ces assises, pour être allé à la rencontre avec les chefs d'entreprise, je veux être rassurante, sur notre propre territoire, on a rencontré, j'allais dire, une motivation, une écoute vraiment certaine de la part des chefs d'entreprise. Je voulais quand même signaler la présence de l'imprimerie nationale, hein, au travers donc d'une personne qui vient ici et qui fait partie de l'atelier qui vient d'être réinstallé dans les murs de l'imprimerie nationale. Il y avait également l'entreprise Dalkia qui était présente là encore il y a quelques instants et qui vient d'installer une chaufferie biomasse dans l'écoquartier du Raquet, qui se dit intéressée. On est allé voir les brasseurs de Gaillan qui sont à l'écoute, mais en effet je crois que le chef d'entreprise, il n'identifie pas toujours les acteurs qui peuvent l'aider. Quand on leur dit un office de tourisme peut, un territoire également peut vous accompagner, les institutions sont là, pas toujours forcément très identifiable pour eux. Et dernière chose, oui, il y a des freins à lever, mais quand on sait leur parler, avec les arguments que nous avions, je ne prétends pas être une professionnelle de la visite d'entreprise, on sentait quand même véritablement une écoute. Il y a différentes motivations, différents arguments qui leur parlent. Je prends encore une question. Oui, un doigt qui se lève.
bonjour. Est-ce que la visite de chantier, qui n'est pas forcément quelque chose de pérenne, qui dure le temps d'un chantier, participe des visites industrielles? Oui, complètement. Nous, on encourage toujours les visites de chantier et on organise beaucoup de visites de chantier à la fois pour le grand public et à la fois pour les jeunes. Ça en fait complètement partie. Hein. Et c'est un produit, entre guillemets, qui intéresse beaucoup toutes les catégories de public, hein, que ce soit les jeunes, les familles, les riverains, etc. On fait visiter notamment les grands chantiers, mais aussi des éléments plus, plus locaux, et ça fascine les gens, hein, les visites de chantier. J'ai en fait deux questions. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les entreprises qui ouvrent leurs portes et le mécénat d'entreprise? À votre connaissance, est-ce que... Une corrélation, dans quel sens une corrélation? Est-ce que quand on est dans une démarche d'ouverture et de faire connaître son activité à un grand public, on est aussi dans s'accompagne une démarche de mécénat ou de participation? Écoutez, sans doute, je ne me suis jamais posé la question. Mais oui. Probablement, je connais moi un certain nombre d'entreprises, je pense effectivement à EDF, hein, qui est à la fois dans une démarche d'ouverture et à la fois dans une démarche de mécénat, mais c'est pas systématique. Non, mais ça peut avoir un intérêt quand il y a des logiques de communication qui animent ces démarches-là. Oui, non, effectivement. Très bien, merci beaucoup. Ce qu'on va faire maintenant, c'est terminer. On pourrait poser encore pas mal de questions, mais la matinée va se poursuivre. Alors, ce que nous vous proposons, c'est effectivement une pause rapide, environ une dizaine de minutes. Vous savez qu'après, je pense que ça va s'afficher, il y a trois petites tables rondes ateliers auxquelles vous êtes invités. Une table ronde qui va porter sur la mémoire industrielle, comment la sauvegarder, une autre sur les acteurs territoriaux, et une troisième sur les retombées et les bénéfices à trouver dans le tourisme industriel. Vous avez ici la salle Mosseron, la salle Jonas et l'auditorium pour la troisième table ronde. Ce que nous vous proposons plutôt, c'est de bien voir dans quelle table ronde vous souhaitez vous positionner. 10 bonnes minutes et ensuite on reprend les débats. Merci beaucoup. À tout à l'heure.